Nakomitu Naka, violence, inquiétude et consolidation du corps politique en Afrique. Telle est la communication que je me propose de livrer ce jour par visioconférence, étant donné que au même moment, nous avons une conférence du côté de l'Université Omar Bongo et je tiens effectivement à remercier les organisateurs de ce colloque international de l'Université de Lubumbashi pour nous avoir permis de communiquer par visioconférence. Alors, qu'en est-il exactement lorsqu'on s'interroge sur le thème que voici? L'intitulé de cette contribution s'inspire en grande partie de deux chansons référentielles de la musique congolaise. Sorties 10 ans après les indépendances de la majorité des pays africains, elles se donnaient déjà à lire à la fois comme un bilan négatif de la gestion des affaires publiques par les Africains que comme un appel à un sursaut africain. Originaires chacune des deux Congos, elles doivent leur singularité à la teneur de leurs textes respectifs qui, en plaçant l'inquiétude au cœur de leurs préoccupations, sonnent comme une invite sans précédent à la méditation de la condition humaine en Afrique. Une méditation qu'elle pose comme indispensable à la rédemption du continent. La première chanson est Nakomitu Naka de l'orchestre VV, dans laquelle Verkis interroge, entre autres, la violence des imaginaires et la perte des valeurs en Afrique. La seconde chanson, bercée par les mélodies du saxophoniste camerounais Manu Dibango, est Le bûcheron dont l'auteur, Franklin Bukaka, fut assassiné 2 ans plus tard. Cette chanson à texte est soignée sous la forme d'une interrogation, une interrogation qui demeure toujours d'actualité. Ae Africa, oh Africa, oh Dipanda. Afrique, qu'as-tu donc fait de ton indépendance? Une telle interrogation d'une portée métaphysique renferme le même sens que celle posée à Caïn dans le livre de la Genèse après qu'il ait assassiné son frère Abel. Où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait de ton frère? Il se trouve que 50 ans plus tard, la situation inquiétante de l'Afrique, aussi bien sur le plan politique, sécuritaire, sanitaire, économique, alimentaire et bien d'autres, amène à dire que la réponse que les dirigeants africains ont apportée jusqu'ici aux préoccupations de Verkis et de Franklin Bukaka est semblable à celle de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Après 50 ans d'indépendance, l'Afrique avait-elle d'autres meilleurs gardiens que ses propres fils ayant présidé aux destinées de ces différents États? Dans une certaine mesure, parmi la série des questions qu'elle pose, les 2 chansons évoquées ci-dessus tentent de comprendre le pourquoi des violences en Afrique. Autrement dit, comment cette terre, considérée comme le lieu où la vie commence, pour reprendre une expression chère à Zizi Nanga, comment ce lieu est celui qui semble ne pas valoriser la vie. Les guerres, les enlèvements, les viols, les crimes fétichistes, la corruption, le tribalisme, la xénophobie, etc., sont autant de mots constitutifs du champ lexical de l'Afrique. Il faut dire que, telles qu'elles sont formulées, ces interrogations conduisent inéluctablement à faire la genèse de la violence en terre africaine. En ayant à l'idée les thèses des philosophies du contrat social, notre hypothèse de départ tend à poser que l'Afrique a connu 2 périodes de l'état de nature que sont l'esclavage et la colonisation, avec tous leurs corollaires. La seconde consiste à lire le terme d'indépendance, du moins dans son sens politique, non pas comme une autonomie, un affranchissement de la tutelle colonisatrice, mais plutôt comme le fait de demeurer sous ou dans
la dépendance des anciennes colonies. Une telle lecture passe par une décomposition du terme d'indépendance que nous lisons désormais indépendance, le préfixe in en anglais signifiant dans. Finalement, quelles sont les sources des violences africaines? Pourquoi l'indépendance telle qu'elle est conçue par l'autorité coloniale n'est-elle qu'une illusion? Et enfin, quel rôle l'inquiétude peut-elle jouer dans la consolidation du corps politique en Afrique? Voici les trois principales questions qui vont constituer la colonne vertébrale de notre intervention. Premièrement, les deux sources de la violence endémique en Afrique. Je cite l'esclavage et la colonisation. Pour bien comprendre ce fait, il faudrait parcourir à nouveau la chanson de Franklin Bukaka, notamment le bûcheron. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nakomituna mondele akende dipanda tozuwaka oyananie Afrika. À travers ce bel extrait de sa chanson intitulée Le bûcheron, l'artiste Franklin Bukaka pose une question existentielle qui pourrait être philosophiquement reformulée de la manière suivante. Comment expliquer qu'après la fin de la colonisation, l'Afrique demeure toujours une terre sauvage, caractérisée essentiellement par des pratiques déshumanisantes? Pour répondre à cette préoccupation, et sans faire abstraction de la part de responsabilité des Africains eux-mêmes, il convient d'interroger l'histoire. Interroger l'histoire car la violence que nous constatons partout sur le continent n'est rien de plus qu'un effet. Un effet dont les causes remontent à une période lointaine. En effet, cette violence endémique trouve son origine dans ce que j'appelle l'état de nature africain. En empruntant ce vocable d'état de nature aux philosophies du contrat social, je n'entends pas par là qu'avant d'être ce corps politique que nous connaissons, l'Afrique a d'abord connu un état de nature. Non. Pour moi, l'homme africain étant un véritable animal politique au sens aristotélicien du terme, il n'a donc pas connu une situation présociale. Ceci dit, l'état de nature africain est un accident qui a contraint le continent à sortir de son organisation politique naturelle antérieure pour sombrer dans un chaos sans précédent qui est justement ce que j'appelle par état de nature africain. Lequel état se caractérise par deux événements historiques. Non seulement il se caractérise par ces deux événements, mais il est d'abord, avant tout, causé par ces deux événements, que sont l'esclavage et la colonisation. Sur ce point, on pourrait dire, à la suite de Jean-Jacques Rousseau, que l'homme africain est né bon, mais c'est l'esclavage et la colonisation qui l'ont corrompu. Encore une fois, je ne pose pas l'esclavage et la colonisation comme des états de nature ayant précédé l'état civil en Afrique. Je maintiens que l'Afrique a d'abord connu un état civil, une organisation politique effective avant de sombrer dans l'état de nature causé par l'esclavage et la colonisation. Et que d'ailleurs, les indépendances des pays africains étaient en fait censées constituer un retour effectif à l'état civil originaire, précolonial, pré-esclavage. En indexant ces deux moments de notre histoire commune, je n'ai nullement l'intention de faire abstraction de la responsabilité des fils d'Afrique. Mais je tiens d'abord à démontrer que les violences actuelles qui ternissent l'image du continent ne sont rien d'autre que les effets psychologiques de l'esclavage et de la colonisation, qui ont, à eux deux, duré plus de 4 siècles. Après avoir sillonné, et c'est justement l'un des exemples qui me permet d'illustrer ce propos, lorsque j'identifie aussi bien l'esclavage que la colonisation comme ces deux facteurs essentiels ayant donné naissance à cette intensité de violence que nous déplorons, il y a un fait historique, sinon un témoignage. Un témoignage qui ne vient pas d'un Africain, mais plutôt d'un Français, d'un Européen,
Et ce dernier, ayant sillonné les côtes africaines pendant 22 ans, il s'agit précisément du français Pruneau de Pomme-Gorge, il eut l'honnêteté de reconnaître en 1789 les conséquences psychologiques de la traite négrière chez les Noirs. Il ira jusqu'à affirmer que l'esclavage est un crime caractérisé par un véritable processus de déshumanisation des Africains, dans la mesure où ces derniers se sont vus substituer leur humanité par une bestialité. Je cite ces termes, voilà ce qu'il dit. Nos crimes ont transformé ces peuples en bêtes féroces. Ils ne se font la guerre entre eux et se détruisent que pour vendre leurs compatriotes à des barbares. Les rois eux-mêmes ne voient plus leurs sujets comme des marchandises. Les rois ne voient plus leurs sujets que comme des marchandises qui peuvent leur permettre d'acheter tout ce qu'ils désirent par simple caprice. Fin de citation. À la suite de cette affirmation, il convient d'expliciter davantage le terme de transformation subi par les Noirs, en un mot, subi par les Africains. Lorsque ce tome affirme, notamment Pruneau de Pomme-Gorge, affirme que les Africains ont subi une transformation systématique qui les a fait passer du stade d'humain au stade animal, non pas qu'il tend ici à dévaloriser l'Africain, mais c'est plutôt une manière de condamner l'esclavage. L'esclavage a effectivement déshumanisé l'Africain, a contribué à la déshumanisation de l'Africain, dans la mesure où il a développé des instincts que l'on... À la suite de cette assertion, il convient d'expliciter davantage le terme de transformation employé par l'auteur, pour comprendre l'ampleur de ce crime qu'est l'esclavage. Pour mener à bien cette tâche, nous allons interroger la physique du philosophe Spinoza. Pour lui, notamment dans son texte qui a pour titre « Les pensées métaphysiques », il nous amène à comprendre qu'il existe une différence entre le changement et la transformation. Le changement est une modification nécessaire, une modification qui se fait sans conséquence. Par exemple, le passage du stade d'enfance à celui d'adulte, c'est un changement. L'être humain observe que son corps a changé, l'adulte constate que son corps a désormais changé, il a certainement vieilli, mais sauf que c'est toujours le même. Son essence, il conserve la même identité. C'est toujours le même homme. Certes, il n'est plus l'enfant qu'il était autrefois, mais il porte toujours le même nom, il a toujours sa même identité. Ce qui n'est pas le cas de la transformation. La transformation, nous dit Spinoza, est une corruption absolue et irréversible. Ce qui voudrait dire qu'elle peut se lire, par exemple, dans le passage d'un être humain à la chose animale. C'est justement cet exemple que prend Pomme-Gorge lorsqu'il fait ce témoignage, et on retrouve également cet exemple chez Spinoza. Spinoza nous dit que la transformation se lit, par exemple, comme quand nous disons que les hommes sont changés en bêtes. Et ce changement est fondamental au point où on n'est plus le même. Ce point sur lequel nous venons d'insister m'amène désormais à interroger la deuxième articulation de notre communication que j'intitule « L'indépendance de l'Afrique, une illusion bien conçue ». Il se trouve que dans l'imaginaire populaire, l'organisation de tout événement politique par les tenants du pouvoir s'inscrit toujours dans l'expression même du conatus. Le conatus de ces derniers, c'est-à-dire de ceux qui sont au pouvoir. On se souviendra de cette formule d'un homme politique africain qui déplorait le fait qu'en Afrique, l'organisation des élections constituait toujours une simple formalité pour ceux qui souffrent de la boulimie du pouvoir. Et c'est justement fort de ce constat qu'il faisait remarquer ce qui suit. Il disait « On n'organise pas des élections pour les perdre ». Fin de citation. Cette pratique frauduleuse, désormais érigée en maxime, n'est pas exclusive aux hommes politiques africains. Elle semble même faire partie de l'héritage colonial.
C'est ce que laissait entendre le président Mobutu à un journaliste de l'AFP qui lui demandait pourquoi l'Africain était plus enclin à la corruption. Le président Mobutu présentait la corruption comme une invention du pouvoir colonial. Il disait ceci: qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Moi, je vous parle franchement. Ce n'est pas une invention du Zaïre, c'est de l'importation. Fin de citation. Ceci dit, la préparation et la déclaration des indépendances des pays africains par l'autorité coloniale est comparable à l'organisation des élections dans nos États actuels, États dits indépendants. Tout semble planifié d'avance en faveur des organisateurs. Tel est justement l'esprit de ruse et d'hypocrisie qui accompagna les colons lorsqu'ils proclamèrent l'indépendance des pays d'Afrique. Je vais reformuler. La principale question que se sont posées les colons à la veille de la déclaration des indépendances était celle-ci. Comment amener les Africains à œuvrer en faveur de leur dépendance comme si l'on allait de leur indépendance? C'est justement en ces termes chers à Étienne de la Boétie, dans son texte fondamental, Discours de la servitude volontaire, que les puissances coloniales ont pensé la décolonisation du continent. Il faut dire que la colonisation était même perçue par les Occidentaux comme une solution à l'esclavage. Nostalgiques de l'esclavage, ils présentèrent la colonisation comme un moment de coopération. Coopération entre les maîtres d'hier et leurs esclaves, leurs anciens esclaves. Alors que dans les faits, qu'en est-il exactement? Dans les faits, rien n'a changé. La colonisation a été un esclavage policé. N'est-ce pas au cours de cette période que les colons coupèrent les bras, les jambes des indigènes, écrasés par la fatigue d'un travail sans fin et non rémunéré, alors qu'ils ne demandaient que le strict minimum, à savoir le respect de la dignité humaine? Dans ce cas, si la colonisation a été un esclavage policé, les indépendances des pays du continent sont à leur tour une colonisation policée. Pour le comprendre, il suffira par exemple d'interroger les discours de l'époque, notamment ceux relatifs à l'accession des pays africains à la souveraineté internationale. C'est le cas du discours du roi Baudin, le roi belge, du 30 juin 1960. Voilà ce qu'il disait, en substance. L'indépendance du Congo constitue l'œuvre conçue par le roi Léopold II. Fin de citation. La lecture de ce discours me fait une fois de plus penser à la critique spinoziste de l'illusion du libre arbitre. À la lumière de cette dernière, on pourrait affirmer que les Africains se croient réellement indépendants pour la seule raison qu'ils ont conscience de présider aux destinées de leurs États. Mais ils ignorent les causes qui les déterminent, ils ignorent les causes qui déterminent leurs projections et leurs actions politiques. Car si l'indépendance est conçue par le roi belge, si l'indépendance du Congo est conçue par le roi belge, c'est qu'elle est, dans les faits, l'expression de la volonté, mais aussi de la représentation de la puissance coloniale. Une indépendance non pas au goût des Congolais, mais selon le plan cynique des colons qui ne veulent pas que soient défaites les chaînes de l'esclavage renforcées durant toute la période coloniale. C'est tout le sens du discours du roi Baudin. Je cite ces mots. Il dit, lors de son discours adressé aux Congolais, ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils. Finalement, on se rend compte que dans l'imaginaire du colon, l'Afrique n'a jamais été et ne sera jamais un empire dans un empire, pour reprendre encore une expression de Spinoza. Car, à leurs yeux, il n'existe qu'un seul empire, à savoir
la fameuse communauté internationale, qui n'est internationale que de nom, puisqu'elle ne désigne qu'à peine 4 ou 5 pays. L'Afrique, ayant pourtant accédé à la souveraineté internationale, n'en fait pas partie. C'est d'ailleurs tout le sens que l'on pourrait donner, par extension, à la question que 2 universitaires gabonais, Guy Rosatanga Rigno et Flavien Nongwe, qui formulent à travers un ouvrage très essentiel. L'Afrique existe-t-elle? En guise de conclusion, je tiens à rappeler que l'Afrique ne peut réellement exister sans qu'elle ne devienne une réelle puissance. Tant qu'elle ne le deviendra pas, elle ne pourra faire entendre sa voix et sera toujours déterminée par les lois du seul empire qui existe, à savoir l'Occident. Le mal de l'Afrique vient du fait que ses dirigeants ont souvent considéré l'indépendance comme une fin en soi et non comme un préalable à l'émergence de ces États. Ainsi, certaines questions prioritaires comme la sécurité, la paix et la liberté semblent avoir été relayées au second plan. La contribution que nous venons de présenter souligne que la reconstruction de l'identité nationale, donc la refondation de la nation, implique avant tout un saut qualitatif. L'Africain doit cesser d'être surpris. Il doit cesser d'être surpris parce que celui qui est surpris subit la surprise. Il subit l'effet de surprise. Il doit réapprendre à s'inquiéter. Contrairement à l'inquiétude qui est non seulement un questionnement permanent sur soi-même et sur le monde, mais aussi un passage inéluctable à l'action libératrice, la surprise ou encore la stupéfaction est plutôt un affect victimaire, une prise de conscience éphémère, un état qui arrive aux individus qui ne s'attendent pas aux aléas de la fortune. Je veux dire précisément aux aléas inéluctables de la fortune. Ceux qui ne prennent pas le risque de se projeter, d'anticiper les choses, mais demeurent évasifs et attendent que le sort leur soit toujours favorable. Il est donc plus que nécessaire que l'Afrique se réveille, qu'elle se réveille et qu'elle prenne son destin en main. Merci.